diplômé en technique policière et ayant gravi tous les échelons que cela concernait par la suite, puis police militaire pour les Forces armées canadiennes, et maintenant en formation en cybersécurité. Là, c'est un parcours des plus intéressants, Jonathan. Et je voudrais commencer par te demander, dans ta vie, où tu as été entouré d'amour et tout à coup arrivé dans un monde de policiers, de règlements très stricts, comment tu as vécu ce changement? C'est sûr que c'est différent. À l'école, depuis l'école, quand tu rentres dans ce milieu-là, on t'apprend, on t'instruit que tu vas être différent des autres gens dans la société, si tu veux, dans le fond. Donc, il y en a qui fit dans ce moule-là depuis le tout début. Moi, j'étais toujours un petit peu plus en confrontation avec ce que ça impliquait. Donc, c'est sûr, ça n'a pas été une transition qui a été facile, je te dirais. Puis, tu sais, mes instructeurs, mes professeurs me l'ont rappelé souvent que j'étais peut-être pas nécessairement fait pour ça, dans le fond. Tout au long de mon parcours, on me l'a dit. Mais j'ai quand même pas lâché. C'est quelque chose que je voulais quand même essayer. C'est quelque chose que je voulais accomplir. Depuis que j'étais jeune, je ne m'étais pas posé de questions sur ce que je voulais faire dans la vie. Je savais que c'est ça que je voulais essayer. C'était quelque chose que mon père m'avait suggéré comme travail. Et puis je pensais que j'allais pouvoir m'épanouir justement dans ce milieu-là. Donc, j'ai fait tout ce qu'on attendait de moi, suivi les formations, jusqu'à en arriver à décrocher un emploi là-dedans, éventuellement. Jonathan, avoir le contrôle sur les autres, avoir la puissance sur les autres, tu avais l'habit, tu avais l'uniforme, quel que soit le milieu municipal ou MP dans les Forces armées, tu avais le statut de contrôle sur les autres. Ça fait quoi quand on sort d'une famille d'amour? C'est spécial. Je te dirais que c'est sûr que c'est quelque chose que je voulais acquérir au début, malgré que à l'âge où j'ai été là-dedans, puis la plupart de mes confrères ont fait ça, on n'a pas d'expérience réelle de la vie. Donc, tu sais, c'est un idéal qu'on veut acquérir. Et puis, par la suite, évidemment, il y en a qui vont le voir comme un accomplissement, il y en a qui vont le voir comme quelque chose qui leur était dû, puis il y en a d'autres qui vont percevoir ça comme avec les responsabilités puis les impacts que ça peut avoir aussi. Mais encore là, comme je te dirais, quand j'ai commencé ma profession pour de vrai, je pense que j'avais 21 ans. Puis, à cet âge-là, on est encore immature, surtout les garçons, je dirais. Là. Donc, je pense pas qu'on a pleinement conscience de qu'est-ce qu'on a entre les mains comme pouvoir, dans le fond, jusqu'à ce qu'on commence à interagir avec les citoyens et appliquer les lois, dans le fond. Est-ce que tu as eu à te dépasser personnellement de ton choix, c'est-à-dire lors de situations très difficiles pour toi? Vous aviez évidemment la formation, je sais que vous avez fait des séjours, tous les policiers, pour faire face à tout, en plus de la police militaire. Vous aviez déjà une formation pour faire face, sauf que la première fois qu'on fait face à une situation dangereuse, ça fait quoi dans le cœur? C'est pas tout le monde qui va réagir de la même façon. Moi, je te dirais, mettons, une de mes premières expériences là-dedans, quand j'étais policier à Mont-Tremblant, on avait le mandat d'essayer d'intercepter un individu qui s'était sauvé à plusieurs reprises. Une tentative d'interception. C'est quelqu'un qu'on savait qui allait consommer dans un bar. Il avait réussi à s'échapper de mes collègues à quelques reprises avec son camion en poursuite, si vous voulez. Donc, il s'échappait. Un soir, on avait décidé, moi et l'équipe, qu'on était là. Puis, quand j'ai commencé là-bas, on était pratiquement tous des jeunes. Il y avait ma partner, c'était une fille qui avait à peine 1 an d'expérience. Puis elle et moi, on avait décidé de se camper puis d'observer l'individu qui allait sortir du bar. Puis on avait d'autres de nos collègues qui étaient un peu plus loin sur la route, puis ils attendaient nos instructions pour voir quelle direction il allait prendre. Puis aussitôt qu'il nous a repérés, il a foncé dans les petites routes à pleine vitesse avec son camion, puis a essayé de se sauver. Mes collègues ont eu l'idée d'essayer de lui bloquer le chemin avec leur auto, puis il a foncé dedans l'auto pour les tasser. Après, il s'est sauvé dans un petit chemin forestier. Ma partner, qui était au volant ce soir-là, elle a quand même décidé d'engager la poursuite dans des routes où nos autos n'étaient pas nécessairement adaptées, je te dirais, à faire ça. Donc, c'est sûr que l'adrénaline monte d'un coup sec là, dans une situation comme ça. On t'apprend pas ça à l'école. Tant que tu le vis pas, tu peux pas savoir qu'est-ce que c'est. Et à ce moment-là, moi, je réfléchissais justement aux paramètres de notre poursuite. Il y a plein d'autres techniques pour
finir par identifier quelqu'un. Là, on l'a vu embarquer dans l'auto, on a identifié sa plaque. Là, on aurait juste pu aller le récolter chez lui, ça avait fait la même chose. On s'est mis en danger, nos partners, de façon irresponsable, je te dirais. C'est ce que je te dirais qui me manque un peu à cet âge-là, la maturité de prendre ce genre de décision. Puis finalement, qu'est-ce que ça va changer nos actions au bout du compte pour la sécurité publique des gens et de l'individu qu'on poursuivait. Hein. Comme tu as fait les deux institutions, tu me disais qu'il y avait des lois qui n'étaient pas nécessairement les mêmes tout à fait lorsque tu étais policier dans les forces armées. Oui, exactement. Les lois militaires s'appliquent à tous les militaires canadiens sur les territoires qui sont la propriété de l'armée, que ce soit au Canada ou outre-mer, dans le fond. Donc, ça nous donne une liberté qui est différente au niveau des intrusions de domicile, la notion de propriété puis d'intimité est vraiment différente dans l'armée. Là. Quand tu es sur une base, tout appartient à l'armée, donc c'est pas pareil. Évidemment, si, admettons, tu interagis avec un militaire qui est dans son domicile chez lui à l'extérieur, ça c'est un peu les mêmes normes qu'au civil, si tu veux, mais dès que tu es dans l'armée, tu es la propriété de l'armée. Ta personne t'a signé pour ça. Ta personne est la propriété de l'armée, donc tu n'as pas les mêmes règles d'individualité, si je te dirais, que dans la police civile. Au départ de tout, policier militaire, MP, dans les Forces armées canadiennes, il fallait avoir la formation de soldat au départ pour toujours être prêt à partir à la guerre. Même pour les MP, c'était la condition? C'est la même chose pour tous les corps de métier, dans le fond. Peu importe la job que tu vas faire, même si tu es affecté au quartier maître, puis ta job, ça va être de distribuer du matériel à tes collègues, il faut que tu saches les mêmes choses que tout le monde. Que tu aies les mêmes aptitudes physiques, que tu connaisses les drills, le système de grade, la philosophie de l'armée. Dans le fond, tout le monde passe par là. La formation initiale de 16 semaines à Saint-Jean-sur-Richelieu est pareille pour tout le monde, dans le fond. Et est-ce que ça t'a apporté un plus dans ta vie de connaître ces secteurs de vie tout à fait particuliers socialement? Oui, c'est sûr. Tout ce qu'on nous apprend là-dedans, c'est pas perdu, c'est bon, ça peut aider plusieurs personnes, surtout les gens qui savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. Ça te donne un cadre, ça te donne une discipline personnelle, des aptitudes, du leadership. Ça peut te servir dans n'importe quel milieu après. Là. Et tu me disais, Jonathan, qu'après plusieurs années, exemple, dans les deux corps de métier de policier, tu as bifurqué vers la cybersécurité, dans laquelle tu es en plein dedans en ce moment pour des cours. Explique-nous pourquoi tu as quitté et pourquoi tu as choisi la cybersécurité, justement. Ben, avant ça, j'ai quand même eu un long parcours. Après avoir suivi la voie que mon père avait mis pour moi, devant moi, je suis allé dans la selle de ma mère, dans le fond. On faudrait peut-être parler de ça, Jeanne, parce que j'ai racheté la famille d'accueil de ma mère qui a parti une famille d'accueil pour personnes handicapées quand on était tout jeune, moi et ma sœur. J'ai grandi là-dedans. Puis quand je suis sorti des forces, ce que j'ai fait après, c'est ça, j'ai travaillé avec ma mère pendant 2 ans pour finalement racheter l'entreprise familiale qu'elle avait conçue. J'ai opéré ça pendant une 12aine d'années, avec une partie du temps qui a été avec mon frère également. Donc, tu sais, j'ai vraiment fait un switch de milieu social. J'ai quand même une base dans mon aide qui est d'aider mon prochain, dans le fond. Ça, je pense que dans les deux cas, on le retrouve aussi. Et finalement, après que mon contrat est terminé avec les services sociaux, là, on s'est repositionné un peu, moi puis mon frère, à savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Puis, c'est lui qui m'a suggéré un peu cette branche-là. Compte tenu que j'ai toujours eu un attrait pour le monde de l'informatique et numérique, j'ai décidé de pourquoi pas embarquer là-dedans, dans le fond. C'est un métier qui implique quand même qu'on protège notre suivant dans un monde numérique en pleine expansion, sauf que ça amène une liberté et une attitude au niveau de la vie personnelle qui est complètement différente des autres cadres de métier, je te dirais. Là. Et Jonathan, ton côté aussi très solitaire. Oui, exactement, ouais, ça c'est sûr et certain. J'ai toujours été plus un individualiste, alors l'autre contexte dans lequel j'ai travaillé impliquait beaucoup plus de travail d'équipe, alors que là-dedans, on travaille en équipe quand même, mais il y a une grosse facette qui est beaucoup plus individuelle dans le fond. Est-ce que tu penses que ton père est fier de toi aujourd'hui?
Sûrement, j'imagine. Mon père, dans le fond, tout ce qu'il a toujours voulu pour moi et mon frère et ma soeur, c'est qu'on ait un travail qui nous amène la sécurité, dans le fond. Et c'est un peu ça qu'il voulait, qu'on ait des bons travails, puis qu'on soit capable de subvenir à nos besoins, sans être exposé au risque du marché et de l'économie, dans le fond. C'est un peu ça. Et pour ceux qui nous écoutent, que ça intéresserait, la cybersécurité par la suite, lorsque tu seras diplômé après tes stages, tu peux offrir tes services soit au gouvernement, soit à divers organismes du Québec et même ailleurs. Oui, ce qui est le fun dans ce travail-là, c'est qu'il y a une grosse partie qui peut être faite en télétravail. Et l'autre, c'est que c'est pratiquement toutes les organisations qui vont avoir besoin des services d'un analyste en cybersécurité maintenant et dans un avenir proche. Et les notions qu'on apprend là-dedans s'appliquent à tout l'univers de l'informatique, dans le fond. Ce qui fait qu'on peut travailler soit localement, mais quelqu'un qui veut peut aller travailler n'importe où dans le monde après. Un coup que tu as ces connaissances-là, ça s'applique à tout le monde qui a besoin d'un système informatique. Est-ce qu'un jour, il va exister un système de protection totale pour tout le monde? Est-ce que ça se peut, ça? Il n'y aura jamais de protection à 100% efficace là-dedans parce que la première faille là-dedans, c'est l'humain, l'individu dans le fond. Que ce soit dans les grosses organisations ou à la maison. Le social engineering qu'on appelle, la façon dont les criminels procèdent pour abuser de la confiance puis la naïveté des clients, c'est ça la principale faiblesse là-dedans. On le voit de plus en plus, les gens se font appeler, que ce soit par des vrais individus ou même des systèmes qui reproduisent avec l'intelligence artificielle la voix de quelqu'un. C'est difficile de différencier le vrai du faux aujourd'hui. Donc, tout le monde, je pense, gagnerait à acquérir des notions de cybersécurité, même de base, parce que personne ne va vous protéger de vous-même, finalement. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience avec l'informatique, qui se fait contacter par quelqu'un qui dit qu'il vient d'une compagnie, peu importe sa banque ou Microsoft ou n'importe quoi, va avoir tendance à le croire. Puis c'est là que les criminels, les cybercriminels procèdent. Ils prennent vos informations, puis ils rentrent dans votre système, ils vous volent vos données. Puis aujourd'hui, fait juste penser à tout ce qu'on a sur nos téléphones, nos ordinateurs. Toute notre vie est là-dessus, là, dans le fond. Donc, ce qui m'inquiète, Jonathan, c'est que lorsqu'on communique avec soit les assurances, nos comptes de banque, etc., on nous reconnaît avec notre voix. Ça m'inquiète. Les systèmes de reconnaissance biométrique sont une mesure techniquement de défense et de sécurité, mais aujourd'hui, justement, avec l'IA, on est capable de copier la voix d'à peu près n'importe qui. Plus les criminels deviennent ingénieux, plus c'est le rôle des cyberdéfenseurs de s'adapter puis de développer des systèmes pour contrer ça. Ça a toujours été un peu la même dynamique, même dans la criminalité plus contemporaine, si tu veux. Jonathan, je veux que tu sécurises mon système contre tout. Est-ce que tu pourras? C'est impossible de sécuriser un système contre tout. De plus en plus, les antivirus vont s'adapter aux nouvelles menaces et les cybercriminels vont apprendre à contrer ces nouveaux antivirus, dans le fond. C'est toujours temporaire, mais il y a des mesures de base que tout le monde peut prendre pour sécuriser son système, comme faire ses mises à jour régulièrement de ses applications, de son système d'exploitation, s'informer des dernières tendances. Il y a un site sur le gouvernement qui explique c'est quoi en ce moment, l'ingénierie sociale qui est le plus active, dans le fond. Puis c'est ça, c'est d'une part individuelle à tout le monde. Il faut qu'ils travaillent là-dessus pour sécuriser leur système. Et la partie un petit peu importante aussi qui dit que nos données appartiennent aux États-Unis pour le moment. Est-ce que ça va venir un jour que nos données appartiendront uniquement au Québec ou au Canada? Pour ça, il faudrait qu'on développe nos propres centres de données. Tu sais, ce qu'on appelle les nuages, c'est en fait des gros centres de serveurs où tout est stocké. Donc, pour l'instant, nos gouvernements font affaire beaucoup avec les Américains parce qu'eux ont développé des infrastructures qui également fournissent des services de sécurité et d'espace de stockage plus vastes que ce qu'on a. Mais oui, pour ça, ça prendrait des compagnies qui investissent localement là-dedans et que notre gouvernement aussi encourage
le développement de centres comme ça, mais on n'est pas encore rendu là au Québec et au Canada. On a souvent eu tendance à faire confiance ou se fier à notre voisin du Sud pour ce genre de service-là. C'est dommage parce qu'il y en a qui ont essayé d'investir là-dedans, mais ils n'ont pas les subventions ou le support de notre gouvernement actuellement pour réaliser un projet d'envergure qui nous permettrait de faire ça. C'est un domaine tellement vaste que tu as besoin de connaissances et d'expérience un peu dans tout. Puis il y a tellement de branches dans ce domaine-là que quelqu'un peut se spécialiser dans quelque chose, mais il va être vraiment pas bon dans un autre domaine. Donc, tout est une question de où tu veux devenir bon, puis le temps, l'effort que tu vas mettre, est-ce que tu peux demeurer curieux et te mettre à jour régulièrement. Il faut que tu sois très autodidacte là-dedans. Donc, c'est difficile à dire. Il faut que je commence déjà par commencer. On va voir où j'aime placer, quel genre quelle branche je vais choisir. Moi, personnellement, j'aimerais aller dans tout ce qui est justement analyse d'attaque, le forensic qu'on appelle, qui implique un travail de détective un peu plus. Comment les cyberattaquants ont procédé pour briser un système, puis comment faire pour le protéger par la suite. Mais il y a tellement de branches que c'est difficile de dire où je me situe. Sauf qu'il y a des gens qui ont déjà de l'avance beaucoup sur moi dans ce domaine-là. Donc, c'est à voir. Je vais continuer à travailler pour devenir bon, éventuellement. Est-ce que ce seraient les développeurs qui seraient supérieurement intelligents là-dedans, finalement? Le problème en ce moment avec ce domaine-là, c'est que c'était pas un domaine attitré. Tu sais, les gens apprenaient des cours plus généraux à l'école, en programmation, en codage, etc. Il y en a qui ont fait qui se sont fait une base de devenir bon pour briser des systèmes. D'autres en ont fait pour devenir bon à les défendre. Alors qu'il y en a d'autres que tout ce qu'ils font, c'est créer des applications puis des logiciels sans penser que quelqu'un peut éventuellement malicieusement vouloir s'emparer du code ou injecter quelque chose qui fait que ça l'extrait les données de quelqu'un sans arrêt. Ça commence à être une spécialité, je dirais. On est en train de tracer le roadmap pour définir les cours précis là-dedans en ce moment. Est-ce que tu auras ta compagnie? Est-ce que tu fonderas ta propre compagnie alors, lors de ta diplomation? C'est ce que j'aimerais éventuellement, parce que ici, on ne le vit pas encore tant que ça au Canada, mais on va en Europe, ils sont constamment attaqués par des hackers russes, puis c'est souvent les petites entreprises locales qui sont victimes de piratage. Donc, je pense qu'éventuellement, j'aimerais ça, établir mon entreprise en Beauce, pour protéger justement notre industrie locale. Dans le fond, Jonathan, tu demeures policier. C'est la même chose un peu, c'est la sécurité des individus, mais en ligne, effectivement. Qu'est-ce que tu retires de ton parcours jusqu'à maintenant, là, de tout ce que tu as fait? Il ne faut pas avoir peur de foncer dans un nouveau domaine dans la vie. Parfois, que ce soit parce qu'on est tanné de notre profession actuelle et tout, il n'est jamais trop tard pour essayer de faire d'autres choses. Il faut juste demeurer curieux, puis essayer de s'instruire, dans le fond. C'est un peu ça que je suis en train de faire moi-même aussi. J'avais jamais pensé faire ça il y a 20 ans. Mais il faut pas se fermer, dire, se limiter dans nos choix, puis pas avoir peur non plus, justement, de foncer dans un nouveau domaine, si ça nous intéresse. Et surtout ce domaine-là où il y a des ouvertures multiples. Exactement. Les notions qu'on apprend là-dedans s'appliquent à beaucoup d'autres domaines. C'est ça qui est intéressant, dans le fond. Puis, on le voit aussi en ce moment avec le développement de l'intelligence artificielle. Il va y avoir des applications, des logiciels qui vont être basés là-dessus pour la défense. Donc, déjà là, il faut garder un œil ouvert là-dessus, dans cette nouvelle technologie, même dans un domaine que je suis en train d'étudier en ce moment. Là. Mais il y en a beaucoup qui ont peur de l'intelligence artificielle. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de l'intelligence artificielle? Oui et non. Autant que ça peut être une bonne chose, autant que ça peut être une mauvaise chose. Tout est une question de comment on l'utilise finalement. La plus grosse faiblesse de cette technologie-là, c'est les ressources que ça nécessite. Beaucoup d'électricité, beaucoup d'eau potable pour refroidir les systèmes. Les gens n'ont pas conscience de ça, mais faire virer des serveurs qui servent uniquement à ça, ça nécessite beaucoup de ressources. Alors qu'on sait que dans le monde, il y en a plein de gens qui n'en ont pas. Là. Il y a des grosses bâtisses qui abritent des tonnes et des tonnes de disques durs, dans le fond, hein, qui nécessitent du courant. Et pour garder la chaleur, souvent des systèmes d'évacuation, ça génère des gaz à effet de serre. Puis beaucoup de systèmes de refroidissement aujourd'hui fonctionnent uniquement à l'eau potable.
il y a plein de régions qui sont drainées juste pour alimenter ça, alors qu'il y a des gens qui ont soif dans le monde. Tu sais. Et qu'est-ce que tu dirais, Jonathan, des zones qui envahissent nos maisons? C'est plein de cellulaires, plein de portables, d'ordinateurs de toutes sortes, de laptops. Comment tu vois les zones qui nous attaquent pratiquement, là? C'est sûr que ça change un peu la dynamique sociale qu'on avait avant. Hein. Quand on voulait se voir, il fallait qu'on sédule un rendez-vous au bon vieux téléphone puis qu'on se rencontre. Ça amène des avantages et des inconvénients aussi. C'est facile de communiquer avec ses proches, peu importe ils sont où, mais ça devient aussi une obsession pour d'aucuns. Là. On le voit de plus en plus qu'il y a des gens qui développent on parle, mettons par exemple juste avec les chatbox, il y a des gens qui sont tranquillement pas vite en train de développer de l'isolement social. Ouais. Et ça amène, c'est ça. Il y a d'autres problèmes psychologiques qui émergent avec ça également. C'est à prendre avec un grain de sel, c'est toujours une question de comment on l'utilise. Jonathan, comment on va t'appeler lorsque tu seras diplômé? Ça va être quoi ton titre? Ça dépend de la branche que je vais suivre, mais généralement, les postes d'entrée dans ce que je fais, c'est analyste en cybersécurité. C'est un peu les premières fonctions qu'on nous accorde, dans le fond, dans ce domaine-là. Et est-ce que tu dois avoir ton entreprise et avoir des employés à gérer ou tu préfères demeurer dans ta solitude dans le futur? Comme je disais, ça reste un travail d'équipe. Même là-dedans, tu peux pas être toute seule à surveiller tout. C'est impossible de travailler toute seule. Donc oui, éventuellement, si je veux avoir mon entreprise, je vais devoir gérer des employés. Mais tu vois, justement, dans mon parcours, j'ai développé d'autres aptitudes qui peuvent me servir à ça. Mon leadership que j'ai appris dans les forces, mes aptitudes de communication, c'est toutes des choses que je peux appliquer justement dans une fonction de CEO d'une compagnie, par exemple. Jonathan, c'est quoi ton plus beau souvenir de ta vie? Mon plus beau souvenir, je te dirais que c'est peut-être la naissance de ma petite fille. C'est quelque chose qui marque, ça c'est sûr et certain. Ça change une vie pour toujours, à partir de là. Ça fait passer complètement d'un Jonathan à un autre inconnu. Tout à fait, exactement. Tu peux plus être un individu à partir de là. Il faut que tu deviennes un tout, mettons. Quelle belle fin d'entrevue, Jonathan. Tellement merci de ta générosité et merci de ton futur métier. Puis on va te suivre parce que moi, je vais t'appeler aussitôt que tu vas être diplômé pour venir me protéger cybernétiquement. Excellent, Joanne. Dès que c'est fait, je te donne des nouvelles. Puis je pourrais refaire une entrevue peut-être pour vous montrer qu'est-ce que j'ai appris, comment l'appliquer de façon individuelle, comme je t'ai dit, à la maison. Avec le plus grand plaisir. À bientôt, Jonathan. Merci. Au revoir.